221 avant Jésus-Christ. L'empereur Qin Shi Huang regarde vers le nord depuis sa capitale. Au-delà de la frontière, les cavaliers nomades Xiongnu attendent. Ils attendent toujours. Chaque automne, après les récoltes, ils descendent comme des loups. Ils brûlent les villages. Ils volent le grain. Ils capturent les femmes et les enfants pour les vendre comme esclaves. Ils disparaissent avant que l'armée chinoise puisse réagir. Leurs chevaux sont plus rapides. Leur mobilité est absolue. La Chine perd des milliers de sujets chaque année. Elle perd des millions de boisseaux de grains. Elle perd sa dignité. L'empereur fait un calcul simple. Il peut dépenser une fortune chaque année à chasser des fantômes dans les steppes. Ou il peut dépenser une fortune une seule fois pour construire une barrière que les nomades ne pourront jamais franchir. Il choisit le mur. Cette décision condamnera la Chine à 2000 ans d'échecs militaires, de faillites économiques et d'humiliations stratégiques. Voici l'histoire de la plus grande erreur défensive de l'histoire. Le problème commence des siècles avant Qin Shi Huang. La Chine n'est pas un pays. C'est une collection d'États en guerre perpétuelle les uns contre les autres. Chaque État construit ses propres murs défensifs. Certains murs protègent contre les États rivaux. D'autres murs protègent contre les nomades du Nord. Mais les murs ne fonctionnent jamais vraiment. Les armées trouvent des passages. Les espions trouvent des portes. Les traîtres ouvrent des entrées. Pourtant, chaque État continue de construire. La logique est séduisante. Un mur est permanent. Une armée doit être payée chaque année. Un mur ne trahit pas. Des soldats peuvent déserter. Un mur ne dort jamais. Des gardes peuvent être corrompus. Sauf que cette logique ignore une réalité fondamentale. Les murs ne se défendent pas eux-mêmes. Ils ont besoin de soldats pour les garder. Ils ont besoin de tours pour observer. Ils ont besoin de garnisons pour répondre aux attaques. Ils ont besoin de routes pour transporter des renforts. Ils ont besoin de greniers pour nourrir les défenseurs. Ils ont besoin d'une bureaucratie massive pour coordonner tout cela. Au final, un mur coûte plus cher qu'une armée mobile. Mais les dirigeants chinois ne comprennent pas cela. Pas encore. 221 avant Jésus-Christ. Qin Shi Huang unifie la Chine par la conquête brutale. Il hérite des murs construits par les États qu'il vient de détruire. Certains murs serpentent à travers les montagnes. D'autres murs traversent des déserts. Aucun mur ne se connecte aux autres. Aucun mur ne couvre toute la frontière nord. L'empereur voit une opportunité. Il peut unifier les murs comme il a unifié la Chine. Il peut créer une barrière continue de la mer Jaune aux montagnes de l'Ouest. Il peut protéger toute la civilisation chinoise derrière une seule fortification infranchissable. Le projet est grandiose. Il est aussi complètement irréaliste. La frontière nord de la Chine s'étend sur plus de 5000 km. Les montagnes, les déserts et les rivières rendent la construction cauchemardesque. Les matériaux doivent être transportés sur des centaines de kilomètres. Les travailleurs doivent être nourris dans des régions où l'agriculture est impossible. Les garnisons doivent être approvisionnées dans des zones sans ville. Les coûts sont astronomiques. L'empereur ne s'en soucie pas. Il ordonne la construction. Le général Meng Tian reçoit le commandement. Il mobilise 300 000 soldats et des centaines de milliers de travailleurs civils. Les chiffres exacts sont perdus dans l'histoire, mais les estimations modernes suggèrent qu'1 million de personnes travaillent sur le mur à tout moment. La méthode de construction est brutale dans sa simplicité. Les travailleurs creusent la terre. Ils la mélangent avec des pierres et des brindilles. Ils la tassent dans des cadres en bois. Couche par couche, le mur s'élève. Chaque section nécessite des milliers de tonnes de terre battue. Chaque kilomètre prend des mois. Les conditions sont mortelles. Les travailleurs sont conscrits de force. Un homme sur 5 dans l'Empire est envoyé au mur. Il travaille dans des montagnes glaciales où le gel tue pendant la nuit. Il travaille dans des déserts brûlants où l'eau est rare. Il travaille sans équipement médical. Il travaille sans repos suffisant. Il meurt par dizaines de milliers. Les estimations modernes suggèrent que 400 000 personnes meurent pendant la construction du mur de Qin. Certains meurent d'épuisement, certains meurent de maladie, certains meurent dans des accidents de construction,
Certains sont exécutés pour travail insuffisant. Leurs corps ne sont pas renvoyés chez eux. Il n'y a pas de temps pour les cérémonies. Les cadavres sont enterrés où ils tombent. Beaucoup sont enterrés directement dans les fondations du mur. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, c'est de l'efficacité. Creuser des tombes appropriées ralentirait la construction. Transporter les corps vers des cimetières gaspillerait des ressources. Alors, les morts deviennent partie du mur qu'ils construisaient. Les légendes chinoises parlent de la Grande Muraille comme d'un cimetière long de 5000 km. Les légendes ne sont pas exagérées. Des études archéologiques modernes ont trouvé des restes humains dans les anciennes sections du mur. Chaque kilomètre contient les os de ceux qui l'ont construit. La Grande Muraille n'est pas seulement une fortification, c'est un monument funéraire. Le coût économique est tout aussi dévastateur. L'empereur Xen triple les impôts pour financer la construction. Les paysans qui cultivaient autrefois leurs propres terres doivent donner la majorité de leurs récoltes à l'État. Les artisans qui produisaient autrefois des biens pour le commerce doivent produire des outils pour le mur. Les marchands qui transportaient autrefois des produits de luxe doivent transporter des fournitures de construction. L'économie entière est réorganisée autour d'un seul projet. Les famines commencent. Avec un homme sur 5 absent pour le travail au mur, les champs ne sont pas cultivés. Avec les taxes triplées, les paysans n'ont pas de semences pour l'année suivante. Avec les ressources de transport monopolisées par l'État, la nourriture ne peut pas être déplacée des régions excédentaires vers les régions affamées. Les gens commencent à mourir de faim, pas en milliers, en centaines de milliers. 210 avant Jésus-Christ. L'empereur Qin Shi Huang meurt. Son empire s'effondre presque immédiatement. La dynastie Chen dure seulement 15 ans. Pourquoi un empire si puissant s'effondre-t-il si rapidement? Le mur. La construction du mur a épuisé la richesse de la Chine. Elle a tué ou estropié une génération entière d'hommes. Elle a créé un ressentiment massif envers le gouvernement central. En 209 avant Jésus-Christ, une rébellion éclate. Les dirigeants sont Chen Sheng et Wu Guang, 2 officiers chargés d'escorter des conscrits vers le mur. Ils sont en retard à cause des pluies. La punition pour retard est l'exécution. Alors, ils se révoltent à la place. Des centaines de milliers de paysans se joignent à eux. La rébellion est écrasée, mais elle déclenche une guerre civile qui détruit la dynastie Qin. Le mur qui était censé sauver l'Empire a contribué à le tuer. Mais la leçon n'est pas apprise. La dynastie Han, qui remplace les Qin, continue de construire le mur. La dynastie Ming, 1500 ans plus tard, dépense 200 ans à reconstruire et à étendre le mur. Chaque dynastie répète les mêmes erreurs. Chaque dynastie mobilise des millions de travailleurs. Chaque dynastie augmente les impôts pour payer la construction. Chaque dynastie croit que cette fois, le mur fonctionnera. Chaque dynastie se trompe, parce que le mur ne résout jamais le problème fondamental. Les nomades n'attaquent pas le mur de front. Ils n'ont pas besoin de le faire. Le mur a des portes. Chaque porte est une faiblesse. Chaque porte est gardée par des soldats qui peuvent être soudoyés. Chaque porte est contrôlée par des officiers qui peuvent être corrompus. Chaque porte est une opportunité pour les ennemis de la Chine. Et les ennemis de la Chine sont très patients. Les ressources dépensées pour le mur ne sont pas abstraites. Chaque tael d'argent dépensé pour le mur est un tael qui ne peut pas être dépensé pour l'armée. Chaque travailleur conscrit au mur est un paysan qui ne cultive pas de nourriture. Chaque soldat gardant le mur est un soldat qui ne peut pas patrouiller dans l'intérieur. Le mur crée l'illusion de sécurité tout en affaiblissant réellement les défenses de la Chine. C'est le paradoxe central. La Chine se sent plus en sécurité derrière le mur. Mais elle est en fait plus vulnérable. Mais le pire reste à venir, parce que le mur ne survit pas au contact avec l'ennemi. 13e siècle. Gengis Khan regarde la Grande Muraille depuis la steppe mongole. Ses généraux sont nerveux. Les histoires sur le mur sont terrifiantes. Il s'étend aussi loin que l'œil peut voir. Il est gardé par des centaines de milliers de soldats. Il n'a jamais été franchi par la force. Gengis Khan rit. Il ne franchira pas le mur par la force. Il le franchira par la tromperie. La stratégie mongole est simple. Ils ne tentent pas de siéger les forteresses du mur.
Ils contournent les sections fortifiées et cherchent les portes. Ils envoient des espions pour identifier les officiers corrompus. Ils offrent de l'or, des chevaux et des promesses de position. Les officiers chinois calculent leurs options. Combattre les Mongols signifie probablement la mort. Laisser passer les Mongols signifie richesse et survie. Le choix est facile, les portes s'ouvrent. Une fois à travers le mur, les Mongols ne peuvent pas être arrêtés. Les armées chinoises sont organisées pour la guerre de siège et la défense statique. Les Mongols combattent avec une mobilité et une vitesse dévastatrices. Ils évitent les batailles rangées. Ils attaquent les lignes d'approvisionnement. Ils brûlent les récoltes. Ils isolent les armées chinoises et les affament. La Grande Muraille, censée être le bouclier ultime de la Chine, devient sans importance. En 1215, les Mongols capturent Mi-Pékin. En 1279, ils contrôlent toute la Chine. La dynastie mongole, Yuan, règne pendant près d'un siècle. Le mur qui a coûté des millions de vies et des fortunes incalculables n'a même pas ralenti la conquête mongole. Il était aussi efficace qu'un grillage contre un tigre. Les Chinois apprennent-ils la leçon? Non. La dynastie Ming, qui chasse les Mongols au 14e siècle, devient obsédée par le mur. Ils croient que les Mongols ont gagné parce que le mur n'était pas assez fort. Alors, ils le reconstruisent. Pas en terre battue, mais en briques et en pierre. Pas sur quelques sections stratégiques, mais sur toute la longueur. Le projet dure plus de 200 ans. Il coûte des fortunes qui épuisent loin le trésor Ming. Et finalement, il échoue exactement de la même manière que les versions précédentes. Parce que le problème n'est pas la qualité de construction. Le problème est la nature humaine. Les officiers Ming gardant le mur ne sont pas loyaux par principe. Ils sont loyaux tant qu'ils sont payés. Lorsque le trésor Ming commence à s'épuiser à cause des coûts de construction et de maintenance du mur, les salaires des soldats sont retardés. Les garnisons commencent à se mutiner. Les officiers commencent à chercher d'autres sources de revenus. Ils commencent à vendre des passages à travers le mur. Des marchands paient pour faire passer des caravanes. Des contrebandiers paient pour faire passer des marchandises illégales. Même des groupes de raiders nomades paient pour des passages sûrs. Les officiers deviennent plus riches en vendant l'accès à travers le mur qu'en le défendant. Le système s'effondre dans la corruption. Des inspecteurs impériaux sont envoyés pour enquêter. Ils sont soudoyés. Des généraux sont envoyés pour restaurer la discipline. Ils rejoignent les systèmes de corruption. Le mur devient non pas une défense, mais une entreprise criminelle. Les portes sont vendues aux plus offrants. La sécurité de la Chine est à vendre. 1644. Le moment décisif. Les rebelles, dirigés par Li Zicheng, capturent Pékin. L'empereur Ming se pend. La dynastie Ming s'effondre. Mais les rebelles ne peuvent pas tenir la capitale. Les armées Manchoue attendent au-delà de la Grande Muraille. Elles ont attendu, pendant des générations, une opportunité d'envahir la Chine. Maintenant, avec l'Empire Ming en guerre civile, le moment est venu. Mais comment franchir le mur? Ils n'ont pas besoin de le franchir. Un général chinois le leur ouvre. Wu Sangui commande la garnison à la passe de Shanhai, la porte la plus stratégique de la Grande Muraille. Il fait face à un choix impossible. Les rebelles ont capturé Pékin et exécuté la famille de Wu. Les Mandchous offrent l'alliance et la vengeance. Wu calcule ses options. Combattre les Mandchous pour défendre un empire qui vient de s'effondrer. Inutile. Se joindre aux rebelles qui ont assassiné sa famille. Impossible. Inviter les Mandchous à travers le mur et utiliser leur armée pour écraser les rebelles. Rationnel. Wu Sangui ouvre les portes. Les armées mandchoues traversent sans opposition. Elles écrasent les rebelles. Puis elles conquièrent toute la Chine. La dynastie Qing règne pendant presque 300 ans. La dynastie Ming se termine non pas parce que le mur a échoué structurellement. Elle se termine parce qu'un seul général a choisi de l'ouvrir. 2000 ans de construction, des millions de morts, des fortunes incalculables dépensées. Tout cela devient sans importance à cause d'une trahison. Le mur ne peut pas arrêter les traîtres. Le mur ne peut pas empêcher les défenseurs de changer de camp. Le mur ne peut protéger que contre les ennemis qui l'attaquent de front.
et aucun ennemi intelligent n'attaque jamais de front. Le schéma est clair. Les Mongols soudoinent leur passage. Les Mandchous marchent à travers des portes ouvertes. Chaque grande invasion de la Chine contourne le mur par la corruption ou la trahison. Le mur n'échoue jamais parce qu'il est mal construit. Il échoue parce que les humains qui le défendent ont des intérêts propres. Les soldats veulent survivre. Les officiers veulent la richesse. Les généraux veulent le pouvoir. Lorsque défendre le mur entre en conflit avec ses intérêts, le mur est abandonné. C'est une leçon que les Chinois refusent d'apprendre à chaque fois. Mais l'échec militaire n'est que la moitié de l'histoire. Le mur détruit également la Chine économiquement. La dynastie Ming fournit l'exemple le plus clair. Entre 1368 et 1644, les Ming dépensent des ressources massives pour reconstruire et maintenir le mur. Les chiffres exacts sont perdus, mais les historiens estiment que le mur absorbe entre 10 et 20% du budget impérial chaque année. Cela ne semble pas dévastateur jusqu'à ce que vous réalisiez ce que cet argent aurait pu acheter. Pendant que la Chine Ming construit des murs, l'Europe construit des navires. Les Portugais explorent la côte africaine. Les Espagnols découvrent les Amériques. Les Hollandais créent des empires commerciaux mondiaux. La Chine a la technologie pour faire tout cela. Les Ming ont des navires de trésors massifs dans le début du 15e siècle. L'amiral Zheng He navigue jusqu'en Afrique de l'Est. La Chine pourrait dominer le commerce maritime mondial. Mais les Ming abandonnent l'exploration. Ils ferment les chantiers navals. Ils brûlent les navires de trésors. Pourquoi? Parce que les navires sont chers et que tout l'argent va au mur. La décision de prioriser le mur sur les navires change l'histoire mondiale. Pendant que la Chine se cache derrière sa fortification, l'Europe colonise le monde. Pendant que la Chine dépense sa richesse sur des briques et du mortier, l'Europe investit dans la technologie et le commerce. Pendant que la Chine devient défensive et isolée, l'Europe devient agressive et expansionniste. Au 19e siècle, lorsque les Européens reviennent en Chine avec des canonnières et de l'opium, la Chine est sans défense. Le mur qui était censé protéger la Chine a en fait garanti son éventuelle subordination, parce que le mur a créé une mentalité défensive. Il a enseigné aux dirigeants chinois que la sécurité vient de la construction de barrières, pas de la projection de puissance. Il a enseigné que les étrangers sont des menaces à exclure, pas des partenaires à engager. Il a créé une culture d'isolationnisme qui a laissé la Chine complètement non préparée à l'impérialisme européen. Le mur est la manifestation physique d'une erreur stratégique qui dure des siècles. Mais il y a une dernière ironie. Le mur que les touristes visitent aujourd'hui n'est même pas le mur original. La plupart de la Grande Muraille, visible aujourd'hui, a été reconstruite pendant les années 1950 à 1980. Le gouvernement communiste chinois, cherchant à créer des symboles nationalistes, a reconstruit des sections en ruine avec du béton moderne et des briques. Les photos iconiques de la Grande Muraille serpentant à travers les montagnes. Reconstruction du 20e siècle. Les sections où les touristes marchent près de Pékin, construites pour le tourisme avec du béton moderne. Le mur original de Chen était de la terre battue qui s'est désintégrée il y a des siècles. Le mur de briques Ming s'est effondré en ruine. Ce qui reste est principalement un théâtre, une reconstruction moderne d'une défense qui n'a jamais fonctionné. La Chine vend maintenant le mythe de la Grande Muraille aux touristes, convenablement en omettant les millions de morts, les faillites économiques et les échecs militaires complets. Le mur est devenu un symbole de fierté nationale, construit littéralement sur des mensonges et de la poudre de béton. Alors, quelle est la vraie histoire de la Grande Muraille? C'est l'histoire de dirigeants qui ont choisi la sécurité illusoire plutôt que la force réelle. C'est l'histoire de millions de personnes sacrifiées pour un projet qui n'a jamais fonctionné. C'est l'histoire de ressources massives détournées de l'innovation vers la fortification. C'est l'histoire de la corruption transformant chaque défense en opportunité de profit. C'est l'histoire de généraux qui ont vendu leur pays pour de l'or.
C'est l'histoire d'une mentalité défensive qui a condamné la Chine à la stagnation pendant que l'Europe conquérait le monde. Et c'est l'histoire d'un mensonge moderne vendu comme fierté nationale. La leçon de la Grande Muraille n'est pas sur la persévérance ou la grandeur d'ingénierie. C'est une leçon sur l'échec stratégique. Les murs ne peuvent pas remplacer les bonnes politiques. Les fortifications ne peuvent pas compenser la faiblesse économique. La défense statique ne peut pas vaincre les ennemis mobiles. Et surtout, aucune barrière physique ne peut protéger contre la corruption et la trahison. La Chine a passé 2000 ans à apprendre cette leçon de la manière la plus douloureuse possible. Elle a construit le plus grand projet de défense de l'histoire humaine. Elle a sacrifié des millions de vies. Elle a dépensé des fortunes incalculables. Et chaque fois qu'elle en avait vraiment besoin, le mur a échoué. Les Mongols l'ont contourné. Les Mandchous ont marché à travers. Les rebelles l'ont ignoré. Les officiers, corrompus, l'ont vendu. Le mur n'a jamais, pas une seule fois, arrêté une invasion majeure de la Chine. Aujourd'hui, les touristes se tiennent sur la Grande Muraille et prennent des selfies. Ils admirent l'ingénierie. Ils s'émerveillent de l'échelle. Ils ne savent pas qu'ils se tiennent sur un cimetière. Ils ne savent pas que chaque brique représente un impôt qui a affamé un paysan. Ils ne savent pas que la section qu'ils visitent a été construite avec du béton dans les années 1970. Ils ne savent pas que le vrai mur, le mur pour lequel les gens sont morts, s'est effondré en poussière il y a des siècles. Et ils ne savent certainement pas que ce symbole de force était en réalité un monument à l'échec stratégique. La Grande Muraille de Chine n'est pas un triomphe, c'est un avertissement. C'est la preuve que même les projets les plus massifs, les plus coûteux et les plus ambitieux peuvent être complètement inutiles s'ils sont basés sur des hypothèses erronées. La Chine a supposé que les murs pouvaient arrêter les invasions. Ils ne le pouvaient pas. La Chine a supposé que les défenses statiques pouvaient remplacer les armées mobiles. Elle ne le pouvait pas. La Chine a supposé que la sécurité venait de l'isolement. Elle ne venait pas. Chaque supposition était fausse, et 2000 ans d'histoire l'ont prouvé encore et encore.